Selon les dernières informations, Vladimir Poutine serait prêt à envoyer une délégation pour des pourparlers, des négociations avec l'Ukraine à Minsk. Que faut-il voir? Est-ce qu'il y a un espoir avec ces négociations? Pas du tout. Ça, c'est de la propagande et en plus, c'est du jeu parce que c'est quelque chose. Minsk, déjà, personne n'ira à Minsk. Donc à la limite, si on propose des pourparlers comme ça, on fixe Genève ou Finlande. Oui. On prend déjà un pays neutre ou Autriche dans lequel les gens vont bénéficier de la sécurité. Parce que vous imaginez, le président Zelensky met les pieds en Biélorussie, on l'arrête tout de suite, on le met en prison, on le tue. Voilà, donc il faut être fou pour aller chez le dictateur Loukachenko pour mener des pourparlers avec Poutine. Donc c'est de la foutaise. Donc il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas dans ce pays, il n'y en aura pas dans cette proposition. Sinon, Zelensky lui propose depuis belle lurette oui. D'avoir des pourparlers, mais sauf que Poutine ne veut pas, parce que Poutine d'abord veut dominer militairement l'Ukraine pour mener les pourparlers par la force. Oui. Et de toute façon, donc du coup, il donne une formule qui ne peut satisfaire personne, donc du coup, c'est de la foutaise. En vous écoutant parler, on a l'impression que pour l'instant, on voit très peu d'issues, très peu de personnes, de pays peuvent discuter sérieusement d'égalité à égalité avec Vladimir Poutine. Malgré tout, est-ce qu'il y a quand même un espoir? Est-ce qu'un pays peut quand même avoir cette discussion avec la Russie? À l'intérieur du pays, il n'y a personne. Vous avez compris qu'il est tout seul. Enfin, c'est lui qui décide et tous les autres sont ses vassaux. À part peut-être Ramzan Kadyrov, qui est le président de Tchétchénie, qui le domine, qui fait de lui ce qu'il veut. À l'international, il y a Recep Erdogan, qui peut se permettre aussi à dire à Poutine, et même à agir. En 2015, il a abattu l'avion russe qui a violé l'espace aérien turc. Ouais. Et il n'a pas eu peur des sanctions, etc. Et puis, il y a le président Xi Jinping chinois, oui. Qui est très respecté par Poutine, qui est craint par Poutine. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que Poutine a attendu la fin des Jeux Olympiques de Pékin et il n'a commencé à parler que le 21 lorsque les Jeux étaient terminés. Et je suis persuadé que quand il est allé à la cérémonie d'ouverture le 4 février, Xi Jinping lui a dit cette fois-ci, tu ne me fais pas ce que tu m'as fait en 2008, le 8 août, quand il y avait les cérémonies d'ouverture, et tu as attaqué la Géorgie, la même cérémonie, et nous, ça ne nous a pas plu. Hein. Et donc, du coup, Xi Jinping a la possibilité de le faire, parce que tout simplement, il possède 10 fois plus d'hommes, 1,5 milliard, donc 10 fois plus de population. La Russie, économiquement, c'est un tout petit pays. C'est un grand territoire, c'est un grand arsenal nucléaire, mais c'est un tout petit pays. Le PIB de Russie, c'est le PIB de Portugal. Donc ces trois dirigeants-là peuvent jouer un rôle, ce sont les trois. Plus le président américain, mais le président américain, Poutine n'a pas d'estime pour lui. Donc le président américain, il possède la puissance, mais Poutine ne l'estime pas. Tandis que le président chinois, qui a peut-être moins de puissance, par exemple nucléaire, mais qui a plus de population, et puis surtout qui possède la frontière avec la Russie. Et je suis persuadé qu'il est plus craint par Poutine que le président américain. D'accord, donc ces dirigeants, ces pays peuvent jouer un rôle. Les Occidentaux, la seule chose qu'ils peuvent faire, vous l'avez dit, c'est un soutien diplomatique, soutien moral et un soutien avec l'arsenal technique, on va dire. Et les sanctions. Ouais, et les sanctions. Tout à fait. Les sanctions économiques, les sanctions technologiques. Parce que, comme je vous ai dit, la Russie est client, l'Occident est client et fournisseur de Russie. Et donc, si l'Occident n'achète plus rien à la Russie et ne lui vend plus rien, et en plus lui interdit d'utiliser par exemple les dollars, les euros et les yens japonaises, la Russie s'arrête en quelques semaines. Il y a les attaques des militaires, mais il y a aussi d'autres moyens de pression qu'à la Russie. Elle peut paralyser un pays autrement. Oui. Les cyberattaques, entre autres. Donc la Russie l'a déjà prouvé. Elle a prouvé déjà ça sur le sol américain. C'est pour ça d'ailleurs Biden, quand Poutine et Biden se sont rencontrés au mois de juin à Genève, Biden lui a dit qu'il n'a pas apprécié ces intrusions russes sur le sol américain.
Et d'ailleurs, les Américains et les Russes étaient obligés, il y avait le FSB qui a arrêté un certain nombre de hackers en les présentant comme les boucs émissaires de ces attaques. Mais en réalité, on sait très très bien que c'est l'État russe qui est derrière. Et donc, en fait, c'est une façon de se dégager de la responsabilité. Mais c'est quelque chose qui est réel parce que nous sommes dans le monde moderne qui est interconnecté et géré par les ordinateurs et par les réseaux. Et si vous mettez les réseaux à plat, notre monde est foutu parce que vous imaginez, vous coupez l'électricité, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche. Il y a même les voitures, on est passé dans les voitures électriques, il n'y a plus de rechargement, donc du coup tout s'arrête. Donc du coup on se retrouve au Moyen-Âge avec les chevaux, avec les vaches, etc. Et on va marcher à pied. Il n'y aura pas de téléphone, rien, parce que rien ne fonctionne. À quoi peut-on s'attendre ces prochains jours? Est-ce qu'on peut s'attendre à une escalade des tensions ou au contraire à un apaisement? De quoi cela va-t-il dépendre? On va s'attendre à l'escalade parce que pour le moment, premier jour, attaque des cibles militaires. Actuellement, le but russe, c'est la capitale, Kiev. Après, président ukrainien. Les généraux, les dirigeants des forces spéciales de Kiev et puis la résistance politique, militaire, humaine. Et donc on doit s'attendre à une escalade, y compris, c'est pas impossible que Poutine appuie aussi sur le bouton nucléaire pour avertir, parce qu'il a dit en parole. Il s'est adressé en disant que j'ai possédé l'arme nucléaire. Mais comme en Ukraine, il n'y a pas d'arme nucléaire, donc il peut très très bien faire sauter une petite bombe tactique nucléaire d'une kilotonne, mais qui va impressionner. Par exemple, il la largue sur le palais présidentiel à Kiev. Vous imaginez que toute la ville ne sera pas détruite. On est toujours dans la démonstration de force de Vladimir Poutine. Jusqu'à où, jusqu'à quand l'Ukraine et la Russie peuvent-ils tenir ainsi dans cette situation ? Indéfiniment, parce que c'est les pays qui ne sont pas tellement pauvres que ça, qui ont des ressources. Donc, et tant qu'il y a des ressources, de la nourriture à manger, de l'équipement pour se battre, ils vont tenir. Ça peut durer des semaines, des mois. Ça peut durer des années. Des années même. Des années, ouais. Très bien. Qu'est-ce qui peut mettre fin à cette guerre? Ça, ce sera la question de la fin. La fin de cette guerre, c'est soit de vraies sanctions, et je vous ai démontré qu'en fait, les vraies sanctions, il y en a. Ça veut dire qu'il suffit que l'Occident, l'étranger, dise on n'achète plus rien à la Russie et on ne vend rien à la Russie, et on ferme SWIFT, le système SWIFT à la Russie, et on retire à la Russie le droit d'utiliser les devises en dollars, en yens et en euros. En 2 mois, la Russie est morte. D'accord, parce que le SWIFT, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'a pas été, la Russie n'a pas été retirée de ce système international bancaire. Donc la Russie est morte. À ce moment-là, ce qui lui restera, c'est votre pays. Il pourra faire recours à la Chine en disant aidez-nous, remplacez notre système, commercialiser avec nous. Est-ce que la Chine va le faire ou pas? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que la Chine puisse le faire parce qu'elle ne veut pas non plus s'impliquer dans ce conflit. Ça veut dire que, en fait, si vous voulez, la Chine, elle a une vision séculaire. Poutine, elle regarde l'année, aujourd'hui, demain, etc. Les Chinois regardent un millénaire. Ils regardent dans 100 ans. Il voit que la Chine va être la première puissance économique mondiale et peut-être la première puissance tout court mondiale. Donc ces trucs-là, ça ne l'intéresse pas. Et elle sait très très bien que la Russie perd 1 million de personnes par an. Ça veut dire qu'arithmétiquement, dans 140 ans, la Russie n'existe plus. Et la Chine a tout le temps pour être là, pour regarder, pour sourire gentiment à Poutine, pour le recevoir, mais attendre sa fin. Et ça l'arrange énormément. D'ailleurs, toute guerre à l'ouest facilite à la limite la vie à l'est, parce que la Sibérie, elle est là, l'Extrême-Orient est là, avec ses ressources, et la Chine peut parfaitement commercer avec ces régions, s'installer petit à petit
et voilà, et gagner dans le jeu stratégique. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Girnov. En tout cas, on espère que cette crise, cette guerre prendra fin le plus tôt possible, avec le moins de pertes humaines et également matérielles possibles. On va rester optimiste. Oui, on va rester optimiste, mais malheureusement, je ne crois pas beaucoup en optimisme dans l'espèce. Et pour vous donner une autre possibilité de réponse, je dirais que cette guerre peut s'arrêter si Poutine est mort. Donc soit s'il est mort physiquement, soit si par un coup d'État ou par un attentat, il est liquidé. C'est la même chose Staline, Hitler, en fait, Oui. parce que la personnalité, c'est une personnalité, c'est un symbole. Si lui, il est mort, il y aura déjà une autre approche de ce conflit.